All rise, oui, vous l'avez. The International Criminal Court is now in session. Lord John to Court Panel International at 08. Please be seated. Veuillez-vous asseoir. Thank you very much. Good morning. La juge Bonjour présidente, à toutes et tous. bonjour à tous. Would the court officer Je please demanderai call à the la case? greffière d'audience de bien vouloir appeler l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour Madame la Présidente. Situation en Ouganda dans l'affaire le procureur contre Dominique Ongwen, référence de l'affaire ICC 0204-015. Et pour le compte-rendu d'audience, nous sommes en audience publique. Je m'appelle le juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Je suis la juge présidente dans l'appel découlant de l'affaire le procureur contre Dominique Ongwen. Le collège des juges dans cet appel au complet se compose du juge Piotr Hofmanski, du juge Solomi Balungi Bossa, de la juge Reine Alapini Gansu et du juge Gocha Lotkipanidze. L'audience se tiendra en la présence de 4 des juges du collège des juges en raison de problèmes de santé inattendus du juge Piotr Hofmanski qui ne peut aujourd'hui être des nôtres. Néanmoins, l'ensemble des juges a à l'unanimité décidé, dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt des parties, de procéder et de rendre l'arrêt tel que prévu. Je voudrais demander aux parties et participants de se présenter pour le compte-rendu d'audience, en commençant, s'il vous plaît, par la défense. La défense, bonjour, mesdames, messieurs les juges. Je m'appelle le chief Charles Taku et je suis ici dans le prétoire avec maître Thomas Oboff, Gordon Kifoudé, maître Gordon Kifoudé qui est présent, et à distance, maître Lyons, Abigail Bridgman et Morgan Ashley. Et M. Ongwen, Madame la Présidente, est présent dans le prétoire. Merci. Le bureau du procureur maintenant, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Le procureur parle sans micro. Présenté aujourd'hui par moi-même, Mandia Aignan, procureur adjoint. Et j'ai à mes côtés le premier substitut, Madame Hélène Brady. J'ai aussi les substituts Reinhold Galmetzer, George Mugwanya, Priya Narayan, Matteo Costi, Matteo Cross et le substitut adjoint Niveda Tiro. Pour ceux qui avaient plaidé le dossier, Madame Maricel Reguet aussi en faisait partie. Elle vous présente ses excuses pour ne pas avoir été disponible pour venir à la Cour. Et j'en profite, Madame la Présidente, pour dire bonjour à la défense en reconnaissant Maître Taku, avec qui j'ai eu le plaisir de cheminer devant les tribunaux internationaux depuis plus de 20 ans,
Et j'attends aussi mes salutations à l'équipe représentant les victimes. Je vous remercie. Micro. Thank you very much. La juge présidente, merci beaucoup. Maintenant, les représentants. représentants légaux des victimes, s'il vous plaît. Good morning, Madam President. Bonjour, Your Madame la Honors. Présidente, In this proceeding, Mesdames, Messieurs les victims are juges. Dans cette represented procédure, in two les groups. victimes sont représentées par I am deux the common groupes. legal Je representative. suis My la name is représentante Paulina Masida, and I am the juridique only one commune. attending Je m'appelle hearing for Paulina the team of the Masida common et legal je suis representative. la seule ici à assister aujourd'hui au nom des représentants légaux de l'OPCV. Pour les représentants légaux des visites, aujourd'hui, bonjour Madame la Présidente, nous avons Joseph Manoba de Kampala, Atolisto World Manoba, Priscilla Aling et moi-même, Francisco Cox, ainsi que James Mawira qui est présent dans le prétoire. Merci beaucoup, dit la juge présidente, et je note pour le compte rendu d'audience que M. Ongwen est présent dans la cour. Et La Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt relatif à l'appel interjecté par Dominique Ongwen contre la décision du 4 février 2021 par laquelle il a été reconnu coupable de 61 crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je ferai dorénavant référence à cette décision comme étant la décision relative à la culpabilité. Avant de résumer les conclusions de la Chambre d'appel contre la décision relative à la culpabilité, veuillez noter que seul l'arrêt écrit fait foi et non le présent résumé. Le jugement sera notifié aux parties et aux participants à l'issue de cette audience. Je vais maintenant brièvement donner ou dresser un rappel de la procédure d'appel. La présente affaire porte sur le comportement que Dominique Ongwen aurait adopté en tant que membre de haut rang de l'armée de résistance du Seigneur, ci-après l'ARS. Une armée qui a mené une rébellion armée contre le gouvernement ougandais, et plus particulièrement contre la population civile vivant dans le nord de l'Ouganda entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2005. Comme l'indiquait la Chambre de première instance, les éléments de preuve produits au cours du procès et les constatations figurant dans la décision relative à la culpabilité ont surtout porté sur les événements qui se sont déroulés dans le nord de l'Ouganda entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005. Malgré tout, l'ARS était active depuis les années 1980 et le conflit dans le nord de l'Ouganda s'étend sur plus de 4 décennies. Les civils qui vivaient dans le nord de l'Ouganda étaient perçus par l'ARS et notamment par Dominique Ongwen comme étant affiliés au gouvernement ougandais. Et surtout, ceux qui vivaient dans les camps établis par les autorités pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ces camps de personnes déplacées, que je dénommerai ainsi, avaient été créés par le gouvernement ougandais, et ce, dans le cadre d'une stratégie de lutte contre l'insurrection, et qui consistait à faire partir la population des zones rurales où elle pouvait aider les rebelles. Un nombre élevé de crimes commis par l'accusé concerne des attaques menées contre certains de ces camps, et en particulier ceux de Lukodi, d'Abog, de Pajule et de Dek. Comme l'a constaté la Chambre de première instance, Dominique Ongwen a lui-même été enlevé par l'ARS en 1987. Il était alors encore enfant. Et son enfance et sa jeunesse ont été marquées par de nombreuses souffrances. Cependant, sur la base des charges, la Chambre de première instance s'est concentrée sur les crimes commis par Dominique Ongwen à l'âge adulte et en tant que commandant de bataillon au sein de la brigade Signa de l'ARS. Le 4 février 2021, Dominique Ongwen a été déclaré pénalement responsable et coupable de 61 crimes
comprenant à la fois des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. En particulier, il a été jugé responsable en tant qu'auteur indirect de crimes commis dans le contexte des attaques menées contre le camp de personnes déplacées le 19 mai 2004. Ça, c'était le camp de Lukodi. Ensuite, le camp de personnes déplacées d'Abok le 8 juin 2004 ou aux alentours de cette date. Il a également été déclaré pénalement responsable en tant que co-auteur indirect de crimes commis dans le contexte des attaques perpétrées contre le camp de personnes déplacées de Padjoulé le 10 octobre 2003 ou vers cette date, et contre le camp de personnes déplacées d'Odek le 29 avril 2004 ou vers cette date. Dans le cadre de ces 4 attaques, ont notamment été commis les crimes suivants: attaques contre la population civile, meurtre, torture, réduction en esclavage, pillage, destruction de biens et persécution. Dominique Ongwen a également été déclaré coupable en tant que co-auteur indirect de crimes sexuels et sexistes, notamment des crimes de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain de torture, de viol, d'esclavage sexuel et de réduction en esclavage, ainsi que du crime de conscription et d'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans pour les faire participer à des hostilités armées. En outre, Dominique Ongwen a été déclaré pénalement responsable en tant qu'auteur direct d'un certain nombre de crimes sexuels et sexistes, notamment des crimes de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain, de torture, de viol, d'esclavage sexuel, de réduction en esclavage, de grossesse forcée et d'atteinte à la dignité de la personne. Pour ces crimes, la Chambre de première instance a prononcé une peine unique de 25 ans d'emprisonnement. La défense a déposé son acte d'appel le 21 mai 2021 et son mémoire d'appel le 21 juillet 2021. La défense a soulevé 90 moyens d'appel contre la décision relative à la culpabilité, alléguant que des erreurs de droit, des erreurs de fait et des vices de procédure avaient, à son sens, sérieusement entaché la décision en question. Et elle a demandé également à la Chambre d'appel d'annuler toutes les déclarations de culpabilité et de rendre un verdict d'acquittement. L'appel à l'examen porte sur des questions nouvelles et parfois complexes que la Chambre d'appel n'avait encore jamais traité auparavant. Leur examen passe par l'analyse de certains motifs d'exonération de la responsabilité pénale, à savoir la maladie ou déficience mentale ou la contrainte, et l'interprétation des éléments de certains crimes sexuels et sexistes, en particulier le mariage forcé et la grossesse forcée. En outre, cette affaire concerne un accusé que l'ARS a enlevé à l'âge de 9 ans, qu'elle a endoctriné, formé et forcé à perpétrer des actes criminels et à participer à la commission de tels actes dans ses rangs. L'enlèvement de Dominique Ongwen lorsqu'il était un jeune enfant, mais aussi son enfance passée dans l'environnement hostile et extrêmement violent de l'ARS ont été pour lui source de grande souffrance. La Chambre d'appel a décidé d'inviter 19 Amici Curiae à participer à la procédure en raison de leurs connaissances spécialisées et de leurs grandes compétences sur certaines questions nouvelles soulevées dans cet appel, pour compléter les écritures reçues des parties et des représentants légaux des victimes. Lors d'une audience tenue en février 2022,
Et il a donné aux parties et participants, dont certains amis Curiae invités, la possibilité de présenter oralement leurs arguments sur les questions examinées. Considering the defense's many grounds of appeal, en raison du très grand nombre de moyens d'appel présentés par la défense et compte tenu de leur présentation et du fait que certains se chevauchent, la Chambre d'appel a décidé de structurer son analyse en regroupant dans son arrêt les moyens d'appel de la manière suivante. Elle a tout d'abord examiné les moyens alléguant des atteintes aux droits de Dominique Ongwen à un procès équitable et à d'autres violations des droits de l'homme, ainsi que les moyens d'appel remettant en cause certaines évaluations et conclusions de la Chambre de première instance en matière de preuves. Elle a ensuite examiné les arguments avancés par la défense pour contester les conclusions de la Chambre de première instance relatives à la responsabilité pénale individuelle de Dominique Ongwen en tant qu'auteur indirect et co-auteur indirect des crimes commis pendant les attaques contre les 4 camps de personnes déplacées que j'ai mentionnés précédemment, et aussi du crime de conscription d'enfants de moins de 15 ans. Ensuite, la Chambre d'appel s'est penchée sur les arguments avancés par la défense concernant les conclusions tirées par la Chambre de première instance relativement aux crimes sexuels et sexistes, et sur ceux invoquant les motifs d'exonération de la responsabilité pénale visés aux articles 31.1a et 31.1d du statut, à savoir la maladie ou déficience mentale ou la contrainte. Respectivement, elle a aussi examiné les arguments de la défense concernant le cumul des peines. Allégation d'erreur relativement aux droits de Dominique Ongwen à un procès équitable et à d'autres violations des droits de l'homme et d'autres allégations d'erreur en matière de preuves. Dans la première partie de son mémoire d'appel, la défense soulève plusieurs moyens d'appel, alléguant qu'un certain nombre d'atteintes ont mis à mal les droits de Dominique Ongwen. Selon elle, tout au long de la procédure, elle soutient que ces atteintes ont rendu impossible la tenue d'un procès équitable et qu'au final, c'est la légitimité du jugement rendu dans cette affaire qui s'en trouve compromise. La défense allègue principalement ce qui suit. Des erreurs ont été commises dans le cadre de la procédure visée à l'article 56, qui s'est déroulée au tout début de l'affaire. Deuxièmement, des erreurs ont été commises dans la procédure au cours de laquelle Dominique Ongwen a plaidé non coupable. Troisièmement, il a été porté atteinte au droit de l'accusé d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée des charges retenues contre lui, telles que prévues à l'article 67.1a du statut. Quatrièmement, la Chambre de première instance a étendu la portée des charges. Cinquièmement, la Chambre de première instance n'a pas communiqué à Dominique Ongwen la traduction des documents utiles en acholi, qui est la langue qu'il comprend et qu'il parle parfaitement. Sixièmement, Dominique Ongwen a subi une discrimination de la part de la Chambre de première instance en raison du handicap mental dont il souffrirait. Et 7, la Chambre de première instance n'a pas expliqué le résultat des décisions qu'elle a prises en matière de preuves. Tous les moyens d'appel invoquant des questions d'équité de la procédure font l'objet d'un examen approfondi dans l'arrêt. Mais, pour les besoins du présent résumé, ne seront rappelées que quelques-unes seulement des principales allégations et des conclusions y afférentes. Dans le cadre des moyens d'appel 1 à 3, la défense soulève des questions se rapportant à la procédure, au droit et à la preuve dans le contexte de la procédure prévue à l'article 56 du statut et qui s'est déroulée devant le juge unique de la chambre préliminaire. Cette procédure visait à recueillir le témoignage de plusieurs personnes dans le contexte d'une occasion d'obtenir des renseignements qui ne se présentera plus.
Pour ce qui est de la principale question soulevée par la défense, à savoir celle de déterminer s'il est acceptable qu'un juge participe à la fois au recueil de témoignages en vertu de l'article 56 du statut et à la procédure relative à la confirmation des charges, la Chambre d'appel estime que rien dans le droit applicable ne permet de penser que lorsque un juge de la Chambre préliminaire a pris part à la procédure visée à l'article 56, il devrait d'office être exclu de la suite de la phase préliminaire de la procédure. Au contraire, toutes ces mesures procédurales font partie de la même phase préliminaire de la procédure confiée à la même chambre préliminaire. Dans le cadre de son quatrième moyen d'appel, la défense avance qu'il a été porté atteinte au droit garantissant à Dominique Ongwen la tenue d'un procès équitable, puisque la Chambre de première instance ne s'est pas assurée, comme l'exige l'article 64.8a du statut, qu'il comprenait la nature portée contre lui et qu'elle l'a jugé sur la base d'un plaidoyer de non-culpabilité illicite. La défense soutient notamment que Dominique Ongwen ne disposait pas d'une traduction complète en acholi de la décision relative à la confirmation des charges, ce qui aurait contribué à une mauvaise compréhension de la nature des charges portées contre lui lorsqu'il a fallu décider de plaider coupable et non coupable. La Chambre d'appel considère que lorsque les actes reprochés à l'accusé et leurs qualifications juridiques, notamment le mode de responsabilité retenu pour chacun de ces crimes, sont définis dans le dispositif d'une décision relative à la confirmation des charges et que celui-ci est communiqué à l'intéressé dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement, la traduction complète du raisonnement sous-tend dans la décision et de toute opinion individuelle ou dissidente y afférente dans une langue que l'accusé comprend et parle parfaitement n'est peut-être pas indispensable pour qu'il soit informé des charges portées contre lui de façon à pouvoir plaider coupable ou non coupable comme prévu à l'article 64.8a du statut. L'un des principaux arguments soulevés dans le cadre des moyens d'appel 7, 8, 10 en partie, 25 et 45, invoque une application prétendument erronée de la charge de la preuve et de la norme d'administration de la preuve dans le contexte de l'examen des motifs d'exonération de la responsabilité pénale. La Chambre d'appel considère que, comme aucune disposition du statut ne régit spécifiquement la question de la charge de la preuve et de la norme d'administration de la preuve pour ce qui est des motifs d'exonération de la responsabilité pénale, dès lors, les dispositions générales de l'article 66 du statut s'appliquent. Elle considère que, de manière générale, le procureur ne porte pas à proprement parler la charge de réfuter chaque élément de tout motif d'exonération de la responsabilité pénale d'un accusé. Cela étant, il est tenu de prouver malgré tout la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable, même quand la défense avance un motif d'exonération de la responsabilité pénale. La Chambre d'appel juge également que lorsque la défense soulève des moyens visant à exonérer un accusé de sa responsabilité pénale, se contenter de l'annoncer ne suffit pas. La défense doit aussi présenter des éléments de preuve à l'appui de ses prétentions. Cette charge de la preuve qui pèse sur la défense ne constitue pas un renversement du fardeau de la preuve, puisque le procureur n'est pas dispensé pour autant de la charge d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, tant les éléments de crime que les modes de responsabilité.
Dans le cadre de son 23e moyen d'appel, la défense allègue des erreurs concernant la présentation des éléments de preuve, reprochant en particulier à la Chambre de première instance de n'avoir pas expliqué le résultat des décisions qu'elle avait prises en matière de preuve, soit pendant le procès, soit dans la décision relative à la culpabilité. Sur ce point, la Chambre d'appel relève que pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de Dominique Ongwen, la Chambre de première instance a apprécié de façon globale la pertinence et la valeur probable des preuves produites au procès. En soi, il n'était pas erroné de la part de la Chambre de première instance, de rendre sa décision relative à la culpabilité sans expliquer la décision prise pour chacun des éléments de preuve produits au procès. Néanmoins, la Chambre d'appel relève que, conformément à l'article 74.5 du statut, la Chambre de première instance doit expliquer avec suffisamment de clarté ce qui l'a guidé dans son examen. La Chambre d'appel considère que cette obligation de fournir un exposé motivé des constatations sur les preuves est particulièrement important lorsque une partie soulève une question concernant la pertinence d'un élément de preuve, sa valeur probante ou l'effet préjudiciable qu'il pourrait avoir, surtout lorsque la partie adverse a soulevé une objection. La question de savoir si la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en ne fournissant pas cet exposé motivé doit être examinée au cas par cas. Néanmoins, comme la défense ne donne aucun exemple de décision insuffisamment motivée relativement à l'admission de preuves, la Chambre d'appel rejette le 23e moyen d'appel. La défense a aussi allégué d'autres erreurs en matière de preuve. Par exemple, des erreurs dans l'évaluation qu'a faite la Chambre de première instance de communication interceptée, moyen d'appel 60, 72 et 73. S'agissant de cela, la Chambre d'appel relève un certain nombre d'éléments, notamment la défense affirme qu'il y a eu une erreur en faisant une évaluation globale de la fiabilité des registres basés sur des échantillons de communication interceptés. Après avoir revu les conclusions de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel a considéré que la Chambre de première instance avait évalué la fiabilité de ces registres en donnant tout d'abord sa compréhension du nombre important de communications interceptées dans cette affaire, y compris les procédures employées pour les produire. Et également en faisant référence à toutes les parties afférentes des registres qui reflétaient chaque communication interceptée sur lesquelles elle s'est basée dans la décision relative à la culpabilité. La Chambre d'appel a également revu l'utilisation de ces communications interceptées dans les décharges, telles que par exemple la persécution et les crimes sexuels et sexistes, et n'a constaté aucune erreur dans ses conclusions. Et de ce fait, la Chambre d'appel rejette les moyens d'appel 72, 73 et 60. Des erreurs alléguées concernant les conclusions sur la responsabilité criminelle de M. Ongwen en tant qu'auteur indirect et co-auteur indirect. Dans le cadre des moyens d'appel 60, 64, 65, 68, 28 en partie, 69, 70 et 74 à 86,
La défense conteste certaines des constatations de la Chambre de première instance et considère et conclut à la responsabilité pénale de Dominique Ongwen en tant qu'auteur indirect au moyen d'un appareil de pouvoir organisé pour des crimes commis dans le contexte des attaques lancées contre le camp de personnes déplacées de Lukodi, ouvert le 19 mai 2004, et contre le camp de personnes déplacées d'Abok, le 8 juin 2004, ouvert cette date. Et en tant que co-auteur indirect, au moyen d'un appareil de pouvoir organisé pour des crimes commis, premièrement, dans le contexte des attaques contre le camp de personnes déplacées de Pajoul, le 10 octobre 2003, ouvert cette date, et contre le camp de personnes déplacées d'Odek, le 29 avril 2004, ouvert cette date. Deuxièmement, de crimes sexuels ou sexistes perpétrés indirectement par M. Ongwen, et troisièmement, de la conscription d'enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation dans les hostilités. La Chambre d'appel note que les arguments que la défense soulève en appel reposent dans une large mesure soit sur une mauvaise compréhension de la commission indirecte et de la coaction indirecte comme mode de responsabilité prévu à l'article 25.3a du statut, soit sur un désaccord quant à ce qu'elles sont. La Chambre d'appel estime par conséquent qu'il est important en l'espèce et pour les affaires à venir d'exposer les paramètres de ces modes de responsabilité. La formulation de l'article 25.3 du statut est claire, en ce sens qu'une personne est considérée comme un auteur dès lors qu'il ou elle commet directement un crime individuellement, c'est la commission directe, deuxièmement, commet un crime conjointement avec une autre personne, c'est ce que l'on appelle la coaction, et troisièmement, commet indirectement un crime, c'est ce que l'on appelle la commission indirecte. Si les auteurs directs sont ceux qui physiquement exécutent les éléments des crimes, les auteurs indirects exercent un contrôle sur le crime en contrôlant les actes des auteurs directs. Dans ces cas-là, les auteurs directs sont des instruments utilisés pour la commission des crimes. De manière générale, les auteurs indirects contrôlent les actes des auteurs directs de différentes façons, y compris lorsque les auteurs directs ne sont pas responsables. Par exemple, parce qu'ils sont mineurs, ou lorsque les auteurs directs sont des handicapés mentaux, ou lorsque les auteurs directs ont agi sous la contrainte, et contrôlent leur volonté au moyen d'une structure de pouvoir organisée. La question de savoir si l'auteur indirect exerce un contrôle sur les actes des auteurs physiques du fait qu'ils contrôlent leur volonté au moyen du fonctionnement d'une structure hiérarchique organisée est une considération factuelle. Par conséquent, l'utilisation d'un appareil de pouvoir organisé n'est pas une condition exigée en droit pour établir ce mode de responsabilité spécifique. Généralement, les caractéristiques suivantes d'un appareil de pouvoir organisé peuvent aider à déterminer si l'auteur indirect exerçait un contrôle sur les crimes du fait qu'il contrôlait la volonté des auteurs physiques. L'organisation hiérarchique de l'appareil, son automatisme fonctionnel, le fait que ses membres soient remplaçables et le fait que les actes criminels de l'auteur direct bénéficient à l'organisation. Ainsi,
Dans un appareil de pouvoir organisé, ce sont typiquement les personnes qui sont au sommet de l'organisation qui exercent un contrôle fonctionnel sur les crimes commis, et les membres situés en bas de l'échelle sont interchangeables, disons fongibles. S'agissant de la proximité ou de l'éloignement physique de l'auteur indirect par rapport au lieu où a été commis l'acte criminel, il est vrai que de façon générale, en cas de commission directe, plus la personne est éloignée du lieu de l'acte criminel, plus il ou elle se trouve en marge de l'événement et moins il ou elle a de contrôle sur les actes. Cependant, en cas de commission indirecte au moyen d'un appareil de pouvoir organisé, c'est l'inverse qui est généralement vrai. Et l'absence de proximité par rapport à l'acte est alors compensée par un degré de contrôle croissant sur l'organisation à mesure que l'on monte dans la hiérarchie de l'appareil. En l'espèce, la défense semble remettre en question l'existence de la coaction indirecte en tant que mode de responsabilité prévu par le statut. La Chambre d'appel fait observer que la coaction indirecte constitue un mode de responsabilité intégré prévu par le statut qui combine les éléments constitutifs de la commission indirecte et ceux de la coaction, et donc par conséquent compatible avec le principe de l'égalité et les droits de l'accusé. Les principaux éléments de la coaction indirecte sont, premièrement, le contrôle exercé par les co-auteurs indirects sur le crime, qui, en cas de commission au moyen d'un appareil de pouvoir organisé, s'exerce grâce au contrôle de la volonté des auteurs directs au moyen du fonctionnement automatique de l'appareil en question. Et deuxièmement, l'existence d'un accord ou d'un plan commun entre les personnes qui réalisent les éléments du crime par l'intermédiaire d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes, y compris lorsque ces personnes font partie d'un appareil de pouvoir organisé. Par conséquent, la Chambre d'appel rejette les arguments de la défense qui reposent soit sur une mauvaise compréhension de la commission indirecte et de la coaction indirecte comme mode de responsabilité visé à l'article 25.3a du statut, soit sur un désaccord quant à ce qu'elles sont. Dans le cadre de ces moyens d'appel 60, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86, la défense allègue l'existence de plusieurs erreurs dans les constatations relatives à la structure de l'ARS. Concernant le contrôle exercé par Dominique Ongwen sur les crimes, la mens rea requise, les plans communs, la détermination de l'âge des enfants soumis à la conscription et utilisés dans les hostilités, et l'appréciation des éléments de preuve par la Chambre de première instance. Et en particulier, la défense allègue que la Chambre de première instance n'a pas correctement évalué les dépositions de plusieurs témoins de l'accusation et ne s'est pas appuyée sur les preuves documentaires fournies par la défense et n'a pas dûment évalué les communications interceptées et a tiré des conclusions déraisonnables concernant le degré d'implication de Dominique Ongwen dans les attaques contre les 4 camps de personnes déplacées de l'intérieur et lorsqu'elle a rejeté la possibilité que des civils aient été tués par des tirs croisés, qu'elle n'a pas tenu compte de ce que la politique de conscription d'enfants de moins de 15 ans est antérieure au cadre temporel des charges.
et n'a pas tenu compte du fait que M. Ongwen n'est devenu le commandant de la brigade Signa que le 4 mars 2004. Vu le nombre d'erreurs de fait alléguées, la Chambre d'appel va résumer son examen d'une des allégations formulées par la défense dans le cadre de ses moyens d'appel 60 et 70. Ceci est fait simplement pour illustrer l'approche adoptée par la Chambre d'appel pour analyser les nombreuses allégations d'erreurs de fait formulées par la défense. Concernant la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle M. Ongwen a ordonné l'attaque contre le camp de personnes déplacées d'Odek, la défense soutient qu'on peut interpréter littéralement les témoignages des témoins P0054, P0264, P0142, P0314, P03 40, P0372 et P0314, qui ont dit que leurs instructions concernaient avant tout la collecte de vivres, car il y avait un véritable problème de faim à l'époque. Contrairement à ce que soutient la défense, la Chambre de première instance n'a pas jugé que les témoins se contredisaient mutuellement sur ce point ou que leurs dépositions présentaient d'autres incohérences. Elle a considéré que les éléments de preuve qui lui avaient été présentés justifiaient et commandaient de conclure que M. Ongwen, à l'instar d'autres commandants, avait ordonné aux combattants de l'ARS de prendre tout le monde pour cible à Odek, y compris les civils, observant que tel était manifestement le contenu des témoignages de P0205 et de P0410, qui ont déclaré respectivement que l'ordre était de détruire Odek et de tout exterminer, et dont les témoignages sont corroborés par celui de P0054. Elle a rappelé que dans ce contexte, que les récits concordants de nombreux témoins indiquaient que des ordres donnés étaient notamment de piller des vivres et d'enlever des civils. S'agissant de l'instruction d'aller chercher des vivres, la Chambre de première instance a rappelé le témoignage de P0340 quant à la signification de cette expression. Le témoin a déclaré « Une fois que vous y êtes, vous devez vous battre, vous devez tirer sur les gens. Et ces personnes tirent sur vous parce que ce sont elles qui protègent cette nourriture. » Et il a ajouté plus loin qu'aller chercher des vivres signifiait qu'une fois que nous étions arrivés là-bas, certains iraient à la caserne et d'autres dans le camp. Il découle clairement de ces passages que la conclusion de la Chambre de première instance ne reposait pas sur une déduction intenable et ne s'accordant pas avec les preuves versées au dossier, comme l'avance la défense. Elle est au contraire étayée par les éléments de preuve figurant dans le dossier. La Chambre d'appel note que P0142, P0314, P0340 et P0372 ont confirmé que l'ordre impliquait le pillage de vivres. De plus, la Chambre de première instance a relevé que P0314 avait mentionné que M. Ongwen avait donné l'instruction d'enlever des enfants. Comme l'a correctement conclu la Chambre d'appel, ce témoignage concorde avec ceux de P0410, P0205, P0054 et P0264.
Au vu de ce qui précède, la Chambre d'appel considère que la défense n'a pas relevé d'erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle les témoignages qui lui ont été présentés justifiaient et commandaient de conclure que M. Ongwen avait, à l'instar d'autres commandants, ordonné aux soldats de l'ARS de prendre tout le monde possible à Odek, y compris les civils. Cet argument de la défense est par conséquent rejeté. S'agissant de tous les autres arguments qui reposent sur une allégation d'erreur, la Chambre d'appel considère que la défense n'a pas mis en évidence des erreurs dans le raisonnement et les constatations de la Chambre de première instance, se bornant souvent à répéter des arguments déjà avancés devant la Chambre de première instance sans démontrer la moindre erreur dans l'examen qui en a été fait par la Chambre de première instance. Et par conséquent, la Chambre d'appel rejette les moyens d'appel 60 et 65, 64, 68, 28 en partie, 69, 70 et 74 à 86. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a pas démontré l'existence d'erreurs dans les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant la responsabilité pénale individuelle de M. Ongwen en tant qu'auteur indirect et co-auteur indirect des crimes commis au cours des attaques menées contre les 4 camps de personnes déplacées et du crime de conscription d'enfants de moins de 15 ans et d'utilisation de ces enfants dans les hostilités. Allégation d'erreur concernant les crimes sexuels et sexistes. Dans le cadre de ces moyens d'appel, 66 et 87 jusqu'à 90, la défense conteste un certain nombre de conclusions sur lesquelles la Chambre de première instance a assis la déclaration de culpabilité de M. Ongwen pour crimes sexuels et sexistes, en ce compris le crime de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain et aussi la grossesse forcée. Dans le cadre de son moyen d'appel 90 et en partie de son moyen d'appel 66, la défense soutient que le mariage forcé n'est pas un crime visé par le statut et que l'interprétation juridique qu'en fait la Chambre de première instance va à l'encontre du principe nulle crimen sine lege. Elle soutient également qu'en l'espèce, les faits n'étayent pas la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le comportement adopté par M. Ongwen est constitutif de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain visé à l'article 7.1k du statut. Pour des motifs exposés de façon exhaustive dans l'arrêt, la Chambre d'appel considère qu'un mariage forcé en tant qu'un élément de preuve sur lequel elle s'est fondée, qu'il n'est ni ultra-vires ni contraire au principe nulle crimen sine lege de le déclarer coupable. La Chambre d'appel conclut d'ailleurs que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en déclarant M. Ongwen coupable du crime de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain visé à l'article 7.1 et K du statut. Il s'agit ici de qualifier un crime qui n'est pas repris autrement dans l'article 7.1 du statut. Ainsi, à l'article 7.1k du statut et les éléments du crime, nous avons suffisamment d'éléments clairs pour pouvoir justement satisfaire aux critères de nulle crimen sine lege. De surcroît, plusieurs types de conduites différents peuvent être qualifiés d'autres actes inhumains puisque cela répond aux critères qui sont repris dans l'article 7.1k.
pour pouvoir déterminer si une conduite spécifique s'inscrit dans ces autres actes inhumains et sont qualifiés de la sorte, la Cour peut avoir recours à tout autre instrument international, d'autres conventions et d'autres traités. The appeal chamber also concurs with the trial chamber's finding that the central element of forced marriage is the imposition of La Chambre d'appel pense également que le mariage forcé selon laquelle l'élément central du mariage forcé est le fait d'imposer à la victime une union conjugale et le statut matrimonial qui en découle. À cet égard, la Chambre d'appel relève que la notion d'union conjugale va de pair avec l'imposition de devoirs et d'attentes généralement associés au mariage, qui peuvent être établis au vu des faits de l'espèce. Après un examen minutieux des conclusions de la Chambre de première instance et des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en déclarant Dominique Ongwen coupable du crime de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain visé à l'article 7.1K du statut. Dans le cadre de son moyen d'appel 88, la défense conteste la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle le crime de grossesse forcée découle du droit des femmes à l'autonomie personnelle et reproductive et aussi le droit à une vie de famille. La défense soutient également que la Chambre de première instance a omis de déterminer si son interprétation de ce crime avait une incidence sur la législation ougandaise relative à l'avortement, comme le requiert, selon elle, l'article 7.2F du statut. De surcroît, la défense conteste les constatations faites par la Chambre de première instance concernant la grossesse forcée. Et pour tous les motifs exposés de manière exhaustive dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la prohibition du crime de grossesse forcée vise à protéger, entre autres, la santé et l'autonomie reproductive des femmes, ainsi que le droit des femmes de planifier leur vie familiale. La Chambre d'appel ne constate donc aucune erreur dans la conclusion tirée par la Chambre de première instance concernant les intérêts protégés par cette prohibition. S'agissant de l'argument de la défense, selon laquelle la Chambre de première instance, allant à l'encontre de l'article 7.2F du statut, a omis de tenir compte de la législation ougandaise sur l'avortement, la Chambre d'appel considère que cet article a été inclus dans le statut pour répondre aux préoccupations de certains États qui craignaient que la disposition relative à la grossesse forcée puisse être interprétée comme une ingérence dans la politique des États en matière d'avortement. La Chambre d'appel est d'accord avec la Chambre de première instance pour dire que l'article 7.2F du statut n'impose nullement un nouvel élément constitutif du crime de grossesse forcée. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'était pas tenue de prendre en considération la législation ougandaise en matière d'avortement dans son examen concernant ce crime. De plus, après avoir minutieusement examiné les preuves sur lesquelles reposent les constatations de la Chambre de première instance relatives à la grossesse forcée, la Chambre d'appel considère que la défense n'a pas démontré l'existence de quelque erreur que ce soit dans ces constatations. Et de surcroît, dans le cadre de ses moyens d'appel 87 et 89 et en partie de son moyen d'appel 66, la défense conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle M. Ongwen était l'un des commandants qui ont élaboré et mis en œuvre la politique de l'ARS consistant à enlever des femmes et des filles civiles et de leur faire subir des exactions. Après avoir minutieusement examiné les conclusions de la Chambre de première instance et les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance
pouvait raisonnablement conclure que M. Ongwen faisait partie des personnes qui ont contribué à concevoir tout ce système d'enlèvement et de maltraitance de femmes et de filles civiles dans l'ARS et qui ont maintenu en plus ce système du fait de leurs actions sur une longue période et que le rôle de M. Ongwen au sein de la brigade Senia était crucial et indispensable. Par conséquent, la Chambre d'appel rejette tous les arguments avancés par la défense dans le cadre de ses moyens d'appel 87 et 89 et en partie dans son moyen d'appel 66. S'agissant des allégations d'erreur concernant les motifs d'exonération de la responsabilité pénale, au procès, la défense a avancé 2 motifs d'exonération de la responsabilité pénale de M. Ongwen, à savoir qu'il souffrait d'une maladie ou d'un trouble mental pendant la période visée par les charges et qu'il avait commis les crimes sous l'effet de la contrainte. La Chambre de première instance a écarté le motif d'exonération de la responsabilité pénale qu'est la maladie mentale en raison de l'absence d'éléments de preuve confirmant que M. Ongwen souffrait à l'époque d'une telle maladie. Et ce, compte tenu de l'avis d'experts fournis par des professionnels de santé mentale, lesquels n'ont décelé chez lui aucune présence d'aucune maladie ou déficience mentale pendant la période visée par les charges. De même, la Chambre de première instance a écarté le motif d'exonération de la responsabilité pénale qu'est la contrainte en raison de l'absence de preuves que Dominique Ongwen faisait d'une menace de mort imminente ou d'atteinte grave, imminente ou continue à sa propre intégrité ou à celle d'autrui au moment où il a été adopté. Correction d'interprète où il a adopté le comportement sous-tendant les charges. Et par conséquent, la Chambre de première instance a conclu que la culpabilité de M. Ongwen avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. Et en appel, la défense conteste ces conclusions de la Chambre de première instance et la Chambre d'appel examinera successivement les arguments avancés. S'agissant de l'exonération de la responsabilité pénale au motif de la maladie ou de la déficience mentale, la défense avance principalement 4 arguments dans le cadre de plusieurs moyens d'appel. Premièrement, elle soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son évaluation de la fiabilité des témoignages des experts en santé mentale cités par la défense. Deuxièmement, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'abstenant de se fonder dans le cadre de son évaluation sur le témoignage de l'expert désigné par la Cour, le professeur De Jong. Troisièmement, la défense avance que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas tenir compte de facteurs culturels dans le cadre de son examen de la question de santé mentale de M. Ongwen. Quatrièmement, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation du témoignage du docteur Abo, un expert en santé mentale cité par l'accusation. Prenons le premier argument. La défense conteste essentiellement les conclusions de la Chambre de première instance concernant la méthodologie employée par les experts en santé mentale cités par la défense, lesquels avaient conclu que, à l'époque visée par les charges, M. Ongwen souffrait de nombreux troubles mentaux, notamment d'un syndrome dépressif grave, d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un trouble dissociatif. Et pour les motifs exposés de façon exhaustive, en fait, dans l'arrêt, la Chambre d'appel estime que c'est avec raison que la Chambre de première instance a conclu qu'elle ne pouvait pas se fonder sur le témoignage des experts de la défense, étant donné qu'elle avait des réserves sur le fait qu'ils ont notamment omis d'appliquer des méthodes validées scientifiquement, premièrement. Deuxièmement, de tenir compte d'autres sources d'informations concernant M. Ongwen qui leur étaient facilement accessibles. Et troisièmement,
dûment mettre à l'épreuve la possibilité d'une simulation de la part de M. Ongwen. De plus, la Chambre d'appel ne constate aucune erreur dans l'appréciation faite par la Chambre de première instance des contradictions relevées dans les témoignages des experts de la défense, et en particulier des contradictions entre les diverses déclarations et observations formulées ou entre ces déclarations et observations et les conclusions que ces mêmes experts ont fini par en tirer. Par conséquent, la Chambre d'appel confirme les constatations de la Chambre de première instance concernant la méthodologie adaptée par les experts en santé mentale cités par la défense et le manque de fiabilité qui en résulte pour le témoignage de ces mêmes experts. S'agissant cette fois du deuxième argument, la défense soutient que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que les observations de l'expert désigné par la Cour, le professeur de Young, étaient dépourvues de pertinence pour les besoins de son examen de la question de savoir si M. Ongwen souffrait d'une maladie mentale à l'époque des faits. En particulier, la défense souligne l'importance des observations du professeur de Young concernant les antécédents cliniques de M. Ongwen remontant à son enfance et le contexte culturel dans lequel il évoluait. Comme il est expliqué plus en détail dans l'arrêt, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par cet argument, étant donné que les observations du professeur de Young ont été demandées à une autre fin, en définitive, et que le dossier de l'affaire abonde par ailleurs en éléments de preuve concernant les antécédents cliniques et sociaux de M. Ongwen, remontant jusqu'à son enfance, ainsi que le contexte culturel dans lequel il évoluait à l'époque, tous aspects ayant fait l'objet d'une analyse approfondie de la part des autres experts, dont les experts en santé mentale cités par la défense. Et donc la Chambre d'appel rejette cet argument et confirme la décision de la Chambre de première instance de ne pas se fonder sur le rapport du professeur de Young pour les besoins de son examen de la question de savoir si M. Ongwen souffrait ou non d'une maladie mentale à l'époque des crimes visés dans les charges. S'agissant du troisième argument, la défense avance notamment que la Chambre de première instance a fait abstraction de facteurs culturels dans son évaluation de la santé mentale de M. Ongwen. En particulier, elle soutient que la Chambre n'aurait pas pu ignorer le rapport du professeur Mousisi concernant les traumatismes dont souffrent les populations civiles, les populations victimes dans le nord de l'Ouganda et les problèmes de santé mentale qui s'en suivent et qui sont attestés d'ailleurs chez les membres de l'ARS souffrant de traumatisme. Contrairement à ce qu'a dit la défense, la Chambre d'appel estime, pour les motifs qui sont exposés de façon beaucoup plus exhaustive dans l'arrêt, qu'il est raisonnable de la part de la Chambre de première instance de ne pas s'appuyer sur le rapport du professeur Mousisi, puisqu'il ne contenait aucune information spécifique sur la question de savoir si M. Ongwen souffrait d'une maladie mentale au cours de la période visée par les charges. S'agissant du quatrième argument, la défense soutient en particulier que, comme la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du témoignage potentiellement à décharge du Dr Abo concernant l'environnement hostile autour de M. Ongwen et les répercussions sur le développement moral de monsieur et sa personnalité infantile, même à l'âge adulte, elle a fini par conclure déraisonnablement, dit la défense, à la responsabilité pénale de M. Ongwen en tant qu'adulte. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par cet argument. Tout d'abord, elle relève que le témoignage du Dr Abo concernant l'environnement hostile au sein de l'ARS et ses répercussions négatives sur le développement d'un enfant n'a pas été contesté pendant le procès. Ensuite,
Si l'évaluation globale faite par le Dr Abo des éléments de preuve concernant le développement de M. Ongwen dans son enfance a également abordé les effets de son enlèvement et les effets de son absence de contrôle à l'adolescence sur l'environnement hostile au sein de l'ARS, ce témoin a néanmoins reconnu que ces éléments n'exonérait pas pour autant M. Ongwen de sa responsabilité pénale en tant qu'adulte pour les crimes visés dans les charges. Et d'ailleurs, la Chambre d'appel relève que le fait que ce témoin ait considéré ces éléments comme des circonstances atténuantes importantes peut être jugé significatif, cette fois pour la fixation de la peine, mais pas pour permettre à la Chambre de première instance de décider si Dominique Ongwen souffrait d'une maladie mentale à l'époque visée par les charges. La Chambre d'appel considère que le témoignage du Dr Abo concernant l'absence de contrôle de Dominique Ongwen sur l'environnement hostile de l'ARS à l'adolescence n'exonère pas pour autant l'accusé de sa responsabilité pénale pour les crimes dont il a été conclu qu'il les avait commis à l'âge adulte. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a démontré l'existence d'aucune erreur qui justifierait son intervention pour ce qui est des conclusions de la Chambre de première instance concernant la maladie mentale en tant que motif d'exonération de la responsabilité pénale, et ce au sens de l'article 31.1a du statut. Et par conséquent, la Chambre d'appel juge infondés les arguments soulevés et rejette les moyens d'appel 19, 27, 29 à 34 et de 36 à 43. S'agissant de l'exonération de la responsabilité pénale au motif de la contrainte, la défense conteste, dans le cadre de plusieurs moyens d'appel, un certain nombre des constatations sur lesquelles la Chambre de première instance s'est fondée pour conclure que M. Ongwen ne faisait pas l'objet d'une menace de mort imminente ou d'atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique au moment où il a adopté le comportement sous-tendant les crimes qui lui sont reprochés, et que, par voie de conséquence, la contrainte ne pouvait être retenue dans son cas comme motif d'exonération de la responsabilité pénale au sens de l'article 31.1d du statut. S'agissant de la contestation par la défense de l'interprétation que la Chambre de première instance a faite de la contrainte, moyen d'appel 44, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a correctement interprété l'article 31.1d du statut lorsqu'elle a dit que les termes imminente et continue renvoient à la nature du préjudice dont l'intéressé est menacé, et que le préjudice en question consiste soit à être tué immédiatement, soit à subir une atteinte physique grave de manière immédiate ou continue. La Chambre d'appel considère également que le moment de la concrétisation de la menace est l'un des critères à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'évaluer l'existence d'une menace. Que le préjudice dont l'intéressé est menacé survienne dans l'immédiat ou ultérieurement, dans le temps, pour qu'une personne soit forcée de commettre un crime relevant de la compétence de la Cour, il faut que la menace soit présente et réelle au moment où elle adopte le comportement reproché. La Chambre d'appel considère également que l'existence d'une menace doit être objectivement évaluée. Lorsqu'un accusé a vécu dans le passé des choses qui ont pu l'influencer à l'époque visée par les charges, mais sans atteindre le seuil requis pour l'exonérer de sa responsabilité pénale en vertu de l'article 31.1d du statut, ce vécu peut néanmoins être pertinent aux fins de la fixation de la peine
en cas de déclaration de culpabilité. La défense conteste en outre un certain nombre de constatations sur lesquelles la Chambre de première instance s'est fondée pour conclure que le moyen de défense que constitue la contrainte ne s'appliquait pas dans le cas de M. Ongwen. Il s'agit notamment des constatations concernant d'abord le statut de M. Ongwen au sein de la hiérarchie de l'ARS et l'applicabilité du régime disciplinaire de l'ARS envers lui, un point soulevé principalement dans le cadre des moyens d'appel 46 et 48. Deuxièmement, l'enlèvement de M. Ongwen, son endoctrinement et sa vie et son service au sein de l'ARS, moyens d'appel 26, 28 et 47. Et troisièmement, la possibilité de fuir ou de quitter autrement l'ARS, moyen d'appel 52 à 54. Et quatrièmement, les prétendus pouvoirs spirituels de Joseph Kony, moyen d'appel 55. Parmi les multiples contestations qu'elle soulève dans le cadre des moyens d'appel 26, 28 et 47, la défense affirme par exemple que si la Chambre de première instance avait correctement tenu compte de l'effet des éléments de preuve relatifs à l'enlèvement et l'endoctrinement de M. Ongwen ainsi qu'à sa vie et son service au sein de l'ARS depuis son enfance et ultérieurement, et de l'effet durable de ses expériences sur sa santé mentale et son libre arbitre en tant qu'adulte, elle serait parvenue à une conclusion différente, à savoir que les moyens de défense visés aux alinéas A et D de l'article 31.1 étaient applicables en l'espèce. Et en particulier, la défense reproche à la Chambre de première instance d'avoir déclaré s'être concentrée dans son évaluation sur la situation de M. Ongwen en tant que commandant de bataillon et de brigade au cours de la période visée par les charges, et d'avoir considéré que le fait que M. Ongwen ait passé son enfance au sein de l'ARS n'était pas au cœur de la question. La Chambre d'appel note tout d'abord que les charges confirmées contre M. Ongwen concernaient des crimes qu'il aurait commis à l'âge adulte entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005. Partant de cela, toute constatation relative à ce que l'intéressé a vécu avant cette période ne saurait en soi être déterminante pour les questions centrales de l'espèce. Et dans ce contexte, la Chambre d'appel conclut qu'il n'était pas déraisonnable que la Chambre de première instance considère que l'enfance de M. Ongwen au sein de l'ARS n'était pas au cœur de la question. En tout état de cause, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a bien pris en considération les preuves relatives à la petite enfance de M. Ongwen. Elle a tenu compte en particulier des éléments de preuve relatifs à l'âge et à l'enlèvement de M. Ongwen. Dans le cadre de son évaluation globale des preuves se rapportant à l'exonération de la responsabilité pénale au motif de la maladie ou déficience sociale, la Chambre pénale a tenu compte de cela. Et de ce dont il avait vécu, ce qu'il avait vécu en tant qu'enfant. De plus, à la fin de son analyse sur l'applicabilité de l'article 31.1d du statut, la Chambre de première instance a explicitement pris acte des arguments de la défense, soulignant que M. Ongwen avait lui-même été victime de crimes en raison de son enlèvement à un jeune âge par l'ARS. Elle a rappelé, la Chambre de première instance a rappelé qu'elle avait dûment examiné les faits sous-tendant ses arguments et a également noté la pertinence éventuelle de ces faits à l'égard de deux motifs d'exonération de la responsabilité pénale. Tout en reconnaissant que M. Ongwen avait été enlevé à un jeune âge par l'ARS, la Chambre de première instance a fait observer que l'accusé a commis les crimes en question à l'âge adulte et que, surtout,
Le fait d'avoir été ou d'être la victime d'un crime ne justifie en soi jamais en soi de commettre des crimes similaires ou différents. Compte tenu de ces considérations, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas ignoré les éléments de preuve dont parle la défense et n'a pas commis d'erreur en décidant de se concentrer sur la situation de M. Ongwen en tant que commandant de bataillon et de brigade au cours de la période visée par les charges. Finissant par conclure que le fait qu'il ait passé son enfance au sein de l'ARS n'était pas au cœur de la question et par conséquent, les arguments de la défense sont rejetés. Autre exemple, dans le cadre du moyen d'appel 55, la défense conteste les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant les prétendus pouvoirs spirituels de Joseph Kony et leurs effets sur M. Ongwen. Plus précisément, elle affirme que la Chambre de première instance a ignoré des éléments de preuve pertinents ou ne les a pas dûment pris en considération et qu'elle a commis une erreur en concluant que la spiritualité au sein de l'ARS n'était pas un facteur contribuant à l'existence d'une menace au sens de l'article 31.1d du statut. La défense mentionne certains témoignages qui auraient été ignorés. La Chambre d'appel explique plus en détail dans l'arrêt qu'en réalité, la Chambre de première instance a évalué les témoignages livrés par un certain nombre d'anciens membres de l'ARS qui ont déposé au sujet de l'effet que le spiritualisme au sein de l'ARS avait eu sur eux et a conclu que si les témoignages indiquaient que certaines personnes croyaient effectivement au pouvoir spirituel de Joseph Kony, les preuves ont montré de manière concordante que pour de nombreuses personnes restées plus longtemps au sein de l'ARS, leurs croyances suivaient un certain schéma et évoluaient. Elle était plus forte chez les individus nouvellement enlevés jeunes et tendait à disparaître chez ceux qui restaient plus longtemps au sein de l'ARS. La Chambre de première instance a également noté que les membres de l'ARS, ayant une certaine expérience au sein de l'organisation, ne croyaient généralement pas que Joseph Kony possédait des pouvoirs spirituels et que rien dans les preuves n'indiquait que la croyance dans les pouvoirs spirituels de Joseph Kony avait joué un rôle pour M. Ongwen. En fait, elle a noté des preuves indiquant que M. Ongwen a défié Joseph Kony et que cela milite clairement contre l'idée d'une telle influence. La Chambre de première instance a en définitive conclu que la question de la spiritualité au sein de l'ARS n'était pas un facteur contribuant à l'existence d'une menace au sens de l'article 31.1d du statut. La Chambre d'appel conclut, comme il est expliqué dans l'arrêt, que la défense n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait ignoré des preuves pertinentes et qu'elle n'a mis en évidence l'existence d'aucune erreur dans l'approche et les conclusions de la dite Chambre. Ces arguments sont donc rejetés. En outre, pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette le reste des arguments avancés et par conséquent rejette les moyens d'appel 26, 28 en partie, 44, 46 à 56, 58 et 60 à 63 de l'appel. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a démontré l'existence d'aucune erreur dans les conclusions formulées par la Chambre de première instance relativement à la contrainte en tant que motif d'exonération de la responsabilité pénale au sens de l'article 31.1d du statut.
S'agissant des allégations d'erreur concernant le cumul des déclarations de culpabilité. Enfin, la défense se conteste dans le cadre des moyens d'appel 20, 21 et 22, les conclusions de la Chambre de première instance concernant le cumul des déclarations de culpabilité. La défense, en effet, commence par soutenir que la Chambre de première instance a eu tort de rejeter l'argument tiré de la pertinence de l'article 20 du statut dans le contexte de son évaluation du cumul des déclarations de culpabilité. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a déterminé à bon droit que tel qu'énoncé à l'article 21 du statut, le principe ne bis in idem vise à empêcher qu'une personne ayant été déclarée coupable ou ayant été acquittée soit à nouveau jugée devant la Cour pour le même comportement. Partant de cela, et contrairement à ce qu'en dit la défense, cette disposition ne porte pas sur la question de savoir si une chambre de première instance peut, dans le cadre d'un seul et même procès, cumuler les déclarations de culpabilité à l'encontre d'une personne à raison du même comportement sous-jacent. Et s'agissant du critère permettant de cumuler les déclarations de culpabilité, la défense soutient que si la Chambre de première instance a eu raison d'adopter une approche basée sur le comportement, elle l'a appliquée à mauvais escient, dit-elle, s'agissant de certains crimes spécifiques, comme le crime contre l'humanité constitué par le mariage forcé, en tant qu'autre acte inhumain. Faisant référence au terme de l'arrêt relatif à la culpabilité dans l'affaire Pemba et autres, la défense met en avant les principes de spécialité, d'absorption et de subsidiarité comme étant au cœur de l'analyse de la notion de concours d'infraction que l'on retrouve dans les systèmes de droit romano-germanique. La Chambre d'appel considère que la logique qui préside aux critères permettant de procéder au cumul des déclarations de culpabilité est ancrée dans la nécessité de rendre pleinement compte de la culpabilité de l'accusé, puisque chaque disposition qui comporte un élément nettement distinct protège des intérêts juridiques différents. Identifier quels intérêts juridiques sont protégés par chaque incrimination ne peut se faire que par référence aux éléments du crime en question. Si ces éléments exigent la preuve d'un fait qui n'est pas requis pour un autre crime, le cumul des déclarations de culpabilité est dès lors permis. Toute autre préoccupation issue du chevauchement des faits peut être traitée au stade de la fixation de la peine. La Chambre d'appel considère que cette approche permet de réaliser un équilibre prudent entre, d'un côté, la nécessité de rendre pleinement compte de la culpabilité de l'accusé d'une part, et la protection des droits de l'accusé et de la garantie qu'il ne soit pas illégalement puni d'autre part. La Chambre d'appel rejette également l'allégation de la défense, selon laquelle on ne saurait accepter le concours d'infraction entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité, à raison d'un seul et même comportement sous-jacent. Comme l'a dit à juste titre la Chambre de première instance dans la décision relative à la culpabilité, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre reflètent partiellement des formes différentes de criminalité, en ce que leur définition vient compléter en termes d'intérêt protégé la criminalisation de certains comportements particuliers, qui se distinguent ainsi en fonction, entre autres, des éléments contextuels pertinents. Par exemple, prenons le meurtre, constitutif à la fois de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Si certains intérêts juridiques protégés peuvent se recouper, par exemple le droit à la vie, les intérêts protégés qui ressortent des éléments contextuels rendent bien compte de formes de criminalité différentes et donc, partant, de crimes distincts.
Et comme expliqué dans le cadre de l'examen du moyen d'appel 20, les intérêts juridiques protégés par une disposition pénale donnée ne peuvent être identifiés que par référence aux éléments des crimes. De plus, la Chambre d'appel rejette l'affirmation de la défense selon laquelle on ne saurait accepter de cumuler les déclarations de culpabilité pour les crimes de viol et d'esclavage sexuel et pour les crimes de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain et d'esclavage sexuel. Et d'ailleurs, comme expliqué dans l'arrêt, ces crimes ont des éléments matériels nettement distincts du fait que ce sont des intérêts différents qui sont protégés. La Chambre d'appel considère que si les intérêts protégés peuvent, dans une certaine mesure, se recouper, l'essence même du crime d'esclavage sexuel est de réduire une personne à l'état de servitude et de la priver de sa liberté et de son autonomie sexuelle. Alors que pour le crime de viol, il s'agit de la pénétration sexuelle du corps d'une personne et aussi d'une atteinte à son autonomie sexuelle. Par ailleurs, l'intérêt protégé par l'érection en crime de mariage forcé en tant qu'autre acte inhumain ne concerne pas nécessairement la violence contre l'intégrité physique et la privation de liberté, mais surtout le droit d'une personne à choisir librement son conjoint et à fonder une famille de manière consensuelle. En conclusion, en concluant la lecture du résumé de l'arrêt en ce jour, et étant donné que les conclusions pertinentes de la Chambre de première instance ont été confirmées, la Chambre d'appel tient à reconnaître les souffrances extrêmes qu'ont endurées les victimes des crimes commis par Dominique Ongwen durant la période visée par les charges, et je vais répéter cela en français. En concluant la lecture du résumé de l'arrêt rendu ce jour, et étant donné que les conclusions pertinentes de la Chambre de première instance ont été confirmées, la Chambre d'appel tient à reconnaître les souffrances extrêmes qu'ont endurées les victimes des crimes commis par Dominique Ongwen durant la période visée par les charges. Appropriate relief. Mesures appropriées. Pour les raisons énoncées en détail dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette l'ensemble des moyens d'appel présentés par la défense et confirme à l'unanimité la décision relative à la culpabilité. Et cela conclut l'arrêt rendu concernant l'appel contre la décision relative à la culpabilité. Nous allons maintenant lever l'audience et nous reprendrons à 14h30 pour rendre l'arrêt contre la décision relative à la peine. All right, we will.